On a toutes et tous en tête cette image très précise. Il est 18 h, la lumière du supermarché est un peu trop Ah agressive. oui, les fameux néons qui clignotent presque. C'est ça. La musique de fond tape sur les nerfs, le chariot est à moitié plein, et soudain, bam, c'est l'explosion. Le grand classique. Un enfant se roule par terre, hurlant à plein poumon, le visage tout rouge, et tout ça pour une botte de biscuits avec un personnage de dessin animé dessus. Ouais, la scène redoutée par excellence. Et autour, c'est le silence lourd des autres clients, tu vois. Certains regards sont compatissants, heureusement, mais d'autres, D'autres sont lourdement chargés de jugement. exactement. À ce moment précis, on a la sueur qui coule dans le dos, et honnêtement, la parentalité ne ressemble plus du tout aux images idylliques des magazines avec ces familles souriantes dans des champs de blé. C'est clair, on est très loin du champ de blé. Ça ressemble plutôt à une gestion de crise de haute voltage. On est au bord d'un précipice et sans aucun manuel d'instruction. Cette scène, c'est vraiment le cauchemar universel de quiconque s'occupe d'enfants. Rien que de l'évoquer, je suis sûr qu'on peut presque sentir le rythme cardiaque s'accélérer. Oh oui, le mien s'accélère déjà. Et le niveau de cortisol, l'hormone du stress, qui monte en flèche, ce sentiment d'impuissance totale, le fait d'être piégé entre l'amour pour cet enfant en détresse et la honte publique, c'est une réalité brutale. Totalement. Et c'est précisément pour cela que notre immersion d'aujourd'hui est si cruciale. Bienvenue dans The Deep Dive. Merci Sam. Et aujourd'hui, notre mission est de décrypter un ouvrage de non-fiction qui est pour le coup profondément transformateur sur la parentalité consciente. Un livre qui s'attaque à un enjeu colossal. Oui, l'enjeu, c'est de comprendre enfin pourquoi les enfants semblent parfois totalement sourds à la logique et surtout comment naviguer dans ce chaos familial sans crier, sans punir aveuglement et, détail important, sans y laisser sa propre santé mentale. C'est vraiment une mission d'utilité publique. Je suis bien d'accord. Cette discussion s'adresse à quiconque s'occupe d'enfants au quotidien. Les parents, les grands-parents, les éducateurs, bref, toute personne épuisée par les luttes de pouvoir incessantes. Parce qu'une lutte pour un simple brossage de dents, c'est épuisant. Ou le fameux refus de mettre son menton en plein hiver. L'idée, c'est de trouver des alternatives viables. La question fondamentale qui va guider notre échange est complexe. Comment réussir à élever un enfant pour qu'il respecte les règles nécessaires de la vie en société sans pour autant écraser son individualité? Sans étouffer ses émotions, oui. C'est ça, sans éteindre sa lumière propre. Eh bien, le livre que nous étudions aujourd'hui propose de renverser complètement la table. Il invite à abandonner une bonne fois pour toutes le mythe tenace de l'enfant capricieux. Le fameux petit manipulateur domestique. Exactement. Pour entrer à la place dans une ère d'empathie neurobiologique et de véritable communication. Mais, et c'est très important, avant même d'essayer de plonger dans le cerveau en développement des enfants, l'ouvrage pose un préalable non négociable. Une fondation, en quelque sorte. Oui, une fondation sans laquelle tout le reste s'effondre. Il faut d'abord et avant tout examiner l'état de l'adulte. Ah, c'est le fameux principe du masque à oxygène dans les avions. Tout à fait. En cas de dépressurisation de la cabine, les hôtesses de l'air répètent inlassablement qu'il faut toujours attacher son propre masque avant d'essayer d'aider quelqu'un d'autre. Même son propre enfant. Surtout son propre enfant. Mhm. Parce qu'on ne peut tout simplement pas secourir quelqu'un si on est soi-même en train de perdre connaissance par manque d'oxygène. C'est tellement logique. Et c'est exactement pareil pour les émotions. On ne peut pas guider un enfant à travers une tempête émotionnelle si l'on est soi-même à bout de souffle, au bord de la crise de nerfs, quoi. C'est impossible. Et d'ailleurs, l'auteur déconstruit avec beaucoup de finesse la culpabilité qui est liée à ce besoin de prendre soin de soi. Parce qu'on culpabilise vite, hein. Énormément. Mais prendre du temps pour récupérer, ce n'est pas une coquetterie égoïste, c'est une nécessité biologique. L'ouvrage établit une hiérarchie très claire des besoins humains. À la base de tout, il y a les besoins de survie primaire. Le sommeil, j'imagine. Oui, un sommeil réparateur, une alimentation correcte, un sentiment de sécurité. Si ces bases sont fissurées, le cerveau humain bascule en mode survie. Et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Dans cet état, la zone responsable de la patience, de l'empathie et de la réflexion complexe s'éteint littéralement. Ah ouais, carrément. Elle s'éteint pour laisser place à l'instinct de combat ou de fuite. Donc la source écrasante de nos conflits éducatifs quotidiens ne vient pas forcément d'une mauvaise technique parentale. Mais plutôt d'un épuisement neurologique pur et simple de l'adulte. Exactement. Tu sais, si l'on y réfléchit, l'énergie humaine ressemble à s'y méprendre à la batterie d'un smartphone. C'est une excellente analogie.
Bah oui, un téléphone qui affiche 1% de batterie va automatiquement couper ses fonctions avancées. L'écran s'assombrit, le GPS se désactive, les applications lourdes refusent de s'ouvrir, on ne s'attendrait jamais à ce qu'il fonctionne de manière optimale. Personne ne ferait ça avec son téléphone. Personne. Et pourtant, on exige d'un esprit humain d'accomplir la tâche la plus complexe au monde, c'est-à-dire éduquer un être en devenir, réguler des crises colériques, faire preuve d'une créativité infinie pour négocier un départ pour l'école. Le tout avec 1% de sommeil. Voilà, avec des dizaines d'applications de stress ouvertes en arrière-plan et une réserve de patience dans le rouge. C'est une équation mathématiquement impossible. Complètement impossible. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, on réalise que cette équation n'est pas le résultat d'une faiblesse individuelle. Ou d'un manque d'organisation personnelle. Non, pas du tout. C'est le symptôme d'un problème profondément sociétal. Notre époque a normalisé un rythme de vie délirant. Les journées de travail à rallonge. L'hyperconnectivité, la pression d'une productivité constante. Et sans oublier l'éloignement des familles élargies qui offraient autrefois un relais naturel. Tout cela crée un environnement fondamentalement hostile à une vie de famille sereine. C'est un peu le broyeur de la vie moderne. L'ouvrage met vraiment le doigt sur cette hypocrisie moderne. Le système exige des adultes qu'ils soient des travailleurs dévoués et performants, comme s'ils n'avaient pas de famille. Ouais. Tout en leur demandant d'être des parents parfaits, disponibles et toujours patients, comme s'ils n'avaient pas de travail. Et au milieu de ce broyeur systémique, le couple, enfin s'il y en a un, devient souvent la première victime collatérale. Le livre décrit une dynamique tragique que beaucoup reconnaîtront, j'en suis sûre. C'est ce qu'ils appellent la bataille de la survie. Ah, les fameux Jeux olympiques de la fatigue. Oui, c'est ça. Au lieu de former une équipe soudée face à l'adversité, les adultes épuisés commencent à comptabiliser minutieusement leurs efforts. Du genre, je me suis levé 3 fois cette nuit. Voilà. Oui, mais moi j'ai géré les devoirs et le dîner hier. Le foyer devient une espèce de tribunal où l'on se dispute le droit d'être le plus épuisé. C'est terrible pour le couple. Mais l'auteur propose une mécanique pour désamorcer cela. Il faut sortir de la critique de l'autre pour revenir à l'expression de ses propres limites physiques. C'est-à-dire? Eh bien, la nuance est énorme entre dire « tu ne prends jamais d'initiative, je fais tout ici, tu es égoïste » et formuler quelque chose comme « mon cerveau n'arrive plus à réfléchir, j'ai besoin de 45 minutes de silence total dans une autre pièce pour faire redescendre ma tension. » C'est le jour et la nuit. L'un attaque et force l'autre à se défendre. L'autre, au contraire, expose une vulnérabilité et invite à la coopération. C'est très juste. Préserver cette alliance, c'est finalement le filet de sécurité de toute l'architecture familiale. Absolument. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Imaginons le scénario idéal. L'adulte a reconnu son épuisement, il a communiqué sans attaquer, il a réussi à grappiller un peu de repos, et son système nerveux n'est plus en alerte rouge. Un adulte apaisé, donc. Voilà. C'est à partir de ce point de bascule que le regard sur l'enfant peut enfin muter. Nous entrons dans le cœur de la matrice, c'est-à-dire le décodage de cet être étrange qu'est l'enfant. Et c'est le pivot central de la pensée de l'auteur. Tout cela est fondé sur les neurosciences cognitives. Le fait majeur à graver dans la pierre, c'est que l'enfant n'est pas un adulte miniature avec un peu moins d'expérience. Ah ça, on a tendance à l'oublier. Son cerveau est un véritable chantier de construction, une structure inachevée. Le cortex préfrontal, qui est cette zone située juste derrière le front chez l'adulte, est responsable de tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, ça inclut quoi exactement? C'est ce qui gère la logique, la capacité à anticiper les conséquences, la régulation des impulsions émotionnelles et la flexibilité mentale. D'accord. Or, cette zone ne commence à être véritablement fonctionnelle que vers l'âge de 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Et elle ne termine sa maturation complète qu'autour de 25 ans. Donc si je comprends bien, pour filer la métaphore, le cerveau d'un jeune enfant, c'est une voiture de sport surpuissante, avec un moteur vrombissant, l'accélérateur enfoncé à fond, mais qui n'a absolument pas de système de freinage ni de volant fonctionnel. C'est l'illustration parfaite. Ce qui est fascinant ici, c'est le gouffre énorme entre la réalité biologique de l'enfant et le procès d'intention que lui fait l'adulte. Le procès d'intention. Oui, quand un adulte voit un comportement indésirable, son propre cerveau cherche une explication logique. Et souvent, il plaque une psychologie d'adulte sur l'enfant. Ah oui, le fameux « il le fait exprès pour me pousser à bout ». Ou « elle me teste pour voir qui commande ». C'est tellement courant comme pensée. L'ouvrage balaye totalement cette vision. Ces comportements ne sont pas des machinations diaboliques ou de la manipulation. Un enfant qui tape, qui mord ou qui refuse d'avancer, il exprime avec le seul outil dont il dispose, c'est-à-dire son corps, un besoin vital non satisfait qu'il est incapable de verbaliser. Donc derrière la crise se cache toujours un besoin. Toujours.
Une tempête émotionnelle peut cacher une chute de glycémie, un manque de sommeil, un système nerveux saturé par trop de bruit, comme au centre commercial tout à l'heure, ou simplement un besoin intense de mouvement physique. Alors là, je me fais l'avocate du diable, une seconde. Je t'écoute. La théorie de l'immaturité cérébrale, c'est magnifique sur le papier. Mais revenons à notre enfant qui se roule par terre pour des biscuits. Notre fameuse scène d'ouverture. Oui, parfois il hurle, il tape du pied et soudain il s'arrête. Un quart de seconde. Il jette un regard très appuyé du coin de l'œil pour observer notre réaction. Et paf, il se remet à hurler de plus belle. Honnêtement, quand on vit ça en direct, ça ressemble furieusement à une manipulation machiavélique calculée au millimètre près. Je comprends tout à fait. Comment est-il humainement possible de garder son calme, de se dire « Oh, ce n'est que son cortex préfrontal immature », quand notre propre tension artérielle crève le plafond face à ce qui ressemble à du théâtre? C'est vrai que cette observation du regard en coin est très pertinente. Beaucoup la prennent pour de la provocation. Mais en réalité, d'un point de vue neurobiologique, cet enfant en pleine crise d'angoisse cherche son phare dans la tempête. Son phare. Oui. Son système d'alarme, l'amygdale, s'est déclenché. Il est terrifié par la puissance de sa propre émotion. Ce fameux regard en coin, c'est ce qu'on appelle la recherche de référentiel social. D'accord. Il regarde l'adulte pour scanner son visage et vérifier une chose. Est-ce que la situation est aussi dangereuse que je la ressens? Es-tu capable de me contenir ou es-tu en train de paniquer ou de te mettre en colère comme moi? Ah, donc il cherche à savoir si on gère la situation ou si on coule avec lui. Exactement. Si l'adulte crie en retour, cela confirme au cerveau archaïque de l'enfant qu'il y a effectivement un danger mortel. Et là, la crise redouble d'intensité. C'est fou de voir ça, c'est super bleu. Comprendre cette mécanique physique de la crise, ça change absolument tout. L'adulte n'est plus l'adversaire dans un duel, il devient le régulateur externe. L'enfant ne fait pas une crise contre ses parents, il traverse une crise tout court. C'est un court-circuit chimique dans son cerveau. Une décharge électrique, en gros. Et c'est là que l'empathie entre en jeu. Pas comme une gentillesse naïve, mais comme un véritable mécanisme biologique. Comment ça? Quand l'adulte répond à la détresse par une voix douce, une présence calme, une respiration lente, cela stimule le nerf vague de l'enfant. Ah, la biologie reprend le dessus. Oui, cela déclenche la production d'ocytocine, l'hormone de l'apaisement. Et cette ocytocine va littéralement venir éponger le cortisol qui inondait le cerveau de l'enfant. C'est fascinant. Des études pointées par l'auteur prouvent que cette répétition de corrégulation calme permet aux connexions neuronales du cortex préfrontal de se densifier. En fait, l'empathie construit physiquement le cerveau de l'enfant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On comprend la biologie, on a désamorcé la lutte d'ego, mais le chaos du quotidien continue d'exister, on est bien d'accord. La théorie ne fait pas disparaître le quotidien, non. Qu'est-ce qu'on fait concrètement un mardi soir pluvieux quand l'enfant décide de sauter à pieds joints sur le canapé du salon avec des chaussures pleines de boue, ou pire, qu'il commence à taper son petit frère? Comprendre son cerveau ne suffit plus, il faut agir sur le moment. Absolument. Et c'est là que l'ouvrage dégaine un outil très concret. La méthode des 3 temps. La méthode des 3 temps. Comment ça marche? C'est le cœur pratique du livre, conçu pour poser des limites sécurisantes sans briser le lien. Le premier temps exige un effort de la part de l'adulte. C'est le décodage silencieux. Donc on ne dit rien au début. Au lieu de réagir instantanément par un cri du genre « Arrête de sauter de Sego », l'adulte fait une pause d'1 seconde pour identifier le besoin caché. Pourquoi l'enfant saute-t-il? Pour m'énerver. Non, justement, son besoin n'est pas de détruire le tissu du canapé. Il s'agit souvent d'un besoin proprioceptif. Un besoin de bouger, donc. Un besoin physique impérieux de décharger une tension motrice accumulée, par exemple après une journée entière assis à l'école. Ou alors un besoin d'attirer l'attention d'un parent qui est, disons, distrait par son téléphone. D'accord, donc ça c'est le temps 1. Et ensuite? Vient le temps 2, j'imagine. La validation de l'émotion, combinée au rappel d'une règle ferme. C'est ça. On s'adresse à l'enfant en disant par exemple « Je vois que tu as une énergie folle à l'intérieur de toi, que ton corps a vraiment besoin de bouger très fort, mais la règle de cette maison est claire. On ne saute pas sur les meubles. » Parfait. L'articulation de ces 2 éléments est vitale. La validation désarme l'enfant, qui se sent enfin compris, tandis que la règle pose le cadre rassurant dont il a besoin. Et le temps 3 alors? Le temps 3, c'est le plus crucial de tous. Il faut offrir une alternative acceptable et immédiate pour satisfaire le besoin qu'on vient de décoder. D'accord. L'adulte enchaîne donc. Cependant, tu as le droit de rassembler tous les gros coussins par terre et de sauter dessus. Ou alors, nous pouvons mettre tes bottes et faire une course chronométrée dans le jardin. J'aime beaucoup cette idée.
Cette approche en 3 étapes permet de rediriger l'énergie plutôt que d'essayer vainement de l'étouffer. Exactement. Et c'est en expliquant cela que l'auteur démontre l'échec cuisant des punitions traditionnelles. Comme le fameux time-out, le fait d'isoler l'enfant seul dans sa chambre. Pour le forcer à réfléchir à ce qu'il a fait, oui. Tu sais, j'ai toujours trouvé cette notion de réfléchir à sa bêtise un peu magique. Magique. Bah oui, comme si un enfant de 4 ans bouillonnant de rage allait s'asseoir sur son lit, faire une introspection philosophique et revenir au salon en lisant Père, mère, j'ai médité sur ma condition et j'ai compris que mon impulsivité était délétère pour l'harmonie familiale. C'est absurde, quoi. C'est très drôle dit comme ça, mais c'est vrai que c'est biologiquement impossible. L'isolement forcé déclenche chez le mammifère humain une panique archaïque, une véritable angoisse d'abandon. L'enfant ne réfléchit donc pas à sa bêtise. Pas du tout. L'enfant isolé ne réfléchit pas à sa mauvaise action. Son cerveau est envahi par la peur. Et ensuite, par la rancœur envers l'adulte qu'il a rejeté au moment même où il avait le plus besoin d'aide pour se calmer. Ah oui, c'est contre-productif au possible. La punition coupe le lien de confiance, tout simplement. Elle n'enseigne aucune compétence de régulation émotionnelle. Elle enseigne seulement que l'amour de l'adulte est conditionnel et qu'il faut cacher ses erreurs par peur des représailles. Cela prend tout son sens si on regarde le monde de l'apprentissage des adultes. Comment ça? Eh bien, prenons un entraîneur sportif, un coach de tennis par exemple. Un bon coach observe son joueur complètement rater un revers crucial. Oui? Il ne va jamais crier sur son joueur pour ensuite l'enfermer dans les vestiaires pendant 10 minutes en guise de punition. C'est certain, ça ne l'aiderait pas. Ça ne l'aiderait absolument pas à réussir le coup suivant. Ce que fait le coach, c'est s'approcher, valider la difficulté en disant « ce revers était très rapide, c'est normal d'avoir été surpris ». Ensuite, il lui montre la bonne posture des pieds et il l'encourage à s'entraîner encore, en restant à ses côtés. C'est une excellente comparaison. L'éducation d'un esprit en développement devrait calquer cette dynamique en fait. Nous devrions nous envisager comme des coachs d'intelligence émotionnelle et non comme des gardiens de prison distribuant des peines. L'analogie est très puissante. Le rôle du parent est d'enseigner la compétence manquante. Mais pour que ce coaching porte ses fruits, pour que la méthode des 3 temps ne se transforme pas en un discours robotique ignoré par l'enfant, l'ouvrage insiste sur un paramètre qui fait toute la différence. Lequel ? C'est l'objet de notre 4e axe, l'art de la communication. La forme détermine si le fond va atteindre sa cible ou non. Construire un pont de communication plutôt qu'ériger un mur d'incompréhension, donc. Exactement. Et c'est là que beaucoup de nos bonnes intentions s'échouent, hein. On a la bonne technique en tête, mais on l'applique en hurlant depuis l'autre bout du couloir. C'est exactement le piège à éviter. L'auteur détaille plusieurs clés pratiques pour ça. Tout commence par l'intention intérieure de l'adulte. L'intention intérieure. Oui. Le cerveau de l'enfant est un radar ultra sensible à l'incongruité. Si l'adulte récite des phrases bienveillantes, mais que son intention profonde est la domination, qu'il cherche à soumettre l'enfant à sa volonté absolue, L'enfant va le sentir. l'enfant le sentira immédiatement. Son instinct de préservation se mettra en route et générera de l'opposition. Il faut aborder l'enfant avec l'intention d'un guide sûr de lui. C'est la posture du coach qu'on évoquait. Ensuite, il y a le ton de la voix. Une voix aiguë, précipitée ou menaçante active instantanément le système de défense de l'interlocuteur. En revanche, une voix grave, lente et posée indique au cerveau de l'enfant qu'il est en sécurité et qu'il peut écouter. Et la posture physique ? Ce passage du livre est une révélation d'une simplicité désarmante. Ah, la surcharge cognitive. Oui. L'erreur classique, c'est de rester debout dans la cuisine, brassant des casseroles, et de lancer une rafale d'ordres complexes en direction du salon. Mets tes chaussures, va chercher ton sac, n'oublie pas d'aller faire pipi et viens mettre la table vite. Et là, l'enfant ne fait rien. Rien du tout. Le livre explique très bien que le cerveau immature ne peut tout simplement pas traiter cette montagne d'informations. Tout devient un bruit blanc, comme une radio mal réglée. C'est exactement ce qu'on appelle la surcharge cognitive. L'approche redoutablement efficace décrite dans l'ouvrage consiste à s'approcher physiquement. Entrer dans la même pièce. Entrer dans la bulle spatiale de l'enfant, oui. S'accroupir pour que les yeux de l'adulte soient exactement au même niveau que ceux de l'enfant. D'égal à égal, physiquement parlant. Cette simple baisse de hauteur élimine la dynamique de menace d'un géant surplombant un petit être. Ensuite, établir un contact visuel doux, peut-être poser une main légère sur son bras pour l'aider à sortir de son monde imaginaire ou de son jeu. Pour capter son attention. Et à ce moment-là seulement, donner une consigne et une seule, courte et affirmative. Pas de liste à puces interminable.
C'est tellement plus clair. Et l'ouvrage met aussi en lumière l'importance capitale de l'anticipation, n'est-ce pas, Effet? En particulier pour la gestion du temps, qui est un concept totalement étranger au cerveau infantile. Totalement abstrait pour eux, oui. C'est vrai que dire à un enfant de 3 ans «on part du square dans 5 minutes», ça revient à lui parler mandarin. 5 minutes, ça peut représenter une éternité ou une seconde dans son référentiel interne. Parce que son référentiel est basé sur les événements et non sur les horloges. C'est pourquoi les transitions brutanes génèrent tant de crises de larmes en fait. L'enfant a l'impression d'être arraché à son activité de manière complètement arbitraire. L'auteur recommande donc de traduire le temps en unités tangibles, en repères visuels ou en actions. Par exemple, Au lieu des fameuses 5 minutes, on dira « Tu peux faire encore 3 descentes de toboggan et à la 3e descente, nous prendrons le chemin de la maison. c'est concret. » Et l'adulte compte avec lui. C'est la première, c'est la deuxième. Cela donne à l'enfant le pouvoir d'anticiper la frustration de la fin du jeu. Son cerveau a le temps de se préparer à la transition, ce qui diminue drastiquement l'explosion finale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? En lisant toute cette section sur la posture, le ton, l'empathie, une réalité assez crue m'a sauté aux yeux. Laquelle? L'irrespect, qu'il soit physique par la domination ou verbal par le cri, génère inévitablement de l'opposition et de la défense. À l'inverse, le respect engendre la collaboration. Si nous nous efforcions de parler à nos enfants avec le même filtre de respect, la même courtoisie de base que nous accordons naturellement à nos collègues de bureau ou à nos amis de passage, leur réceptivité serait métamorphosée. C'est certain. Et cela soulève une question cruciale, qui demande un immense lâcher-prise aux adultes. Ah oui, mais Cet apprentissage de la communication respectueuse, cette régulation des émotions, cela demande de la répétition. Une infinité de répétitions. il faut être patient, quoi. Très patient. On ne s'attend pas à ce qu'un enfant lise couramment un roman le lendemain du jour où on lui a montré la lettre A. On comprend tous que la lecture prend des années de pratique neurologique. Bien sûr. Pourtant, par un étrange biais cognitif, on s'attend à ce qu'un enfant maîtrise la frustration de ne pas avoir un jouet après lui avoir expliqué une seule fois la valeur de l'argent. C'est vrai qu'on est très exigeant là-dessus. Le développement des compétences psychosociales est un marathon, pas un sprint. Et le parent doit accepter ce rythme naturel d'apprentissage par essai et erreur. Eh bien, nous arrivons au terme de cette exploration intense et il est temps de faire une grande synthèse. Pour clore ce chapitre, je crois qu'il est impératif de balayer d'un revers de main une critique très répandue dans la société. Je vois de quelle critique tu parles. Oui, il faut le dire, cette philosophie de la parentalité consciente n'est en aucun cas une invitation au laxisme. Ce n'est pas un manuel pour apprendre à s'effacer devant son enfant et fabriquer des petits tyrans domestiques qui décideraient de l'heure du coucher et du menu du jour. Bien au contraire, le laxisme consiste à fuir le conflit par épuisement, en n'opposant aucune limite, ce qui d'ailleurs génère une énorme insécurité chez l'enfant. Donc ça demande de la présence. Beaucoup de présence. Le livre recherche un équilibre subtil et exigeant au quotidien. C'est l'art de tenir fermement les deux bouts d'une corde. D'un côté, une profonde et sincère empathie pour le monde intérieur de l'enfant, ses émotions débordantes et son immaturité. Et de l'autre côté, De l'autre, l'établissement de limites claires, inébranlables et sécurisantes. Des limites nécessaires pour qu'il s'intègre au monde qui l'entoure. C'est un guide pour diriger avec une fermeté bienveillante, dans le but ultime de briser ce cycle intergénérationnel des cris et des punitions aveugles. c'est un changement de lentille extraordinaire, honnêtement. Une lecture hautement recommandée pour quiconque souhaite ramener un peu de paix sous son toit. Je le confirme. Et pour terminer, j'aimerais lancer une pensée un peu provocatrice. Une petite graine à planter dans l'esprit de l'auditoire pour prolonger cette réflexion. Les recherches que nous avons décortiquées aujourd'hui démontrent clairement que le mode d'apprentissage numéro 1 du cerveau humain, c'est le mimétisme. L'apprentissage par l'exemple. C'est ça. Les enfants sont des miroirs. Ils apprennent en nous observant vivre. Ils observent comment nous gérons nos propres contrariétés au volant de la voiture, comment nous parlons à nos proches sous le coup de la fatigue le soir. C'est une éponge constante. Alors, si l'on suit cette logique implacable, quelle part des fameux mauvais comportements de la jeune génération, cette impulsivité qu'on pointe tant du doigt, cette difficulté à patienter ou à gérer la frustration, quelle part n'est finalement qu'un reflet fidèle ? C'est une excellente question. Ne serait-ce pas, au fond, un miroir cruel qui nous renvoie en pleine face notre propre stress d'adultes incapables de déconnecter, nos propres failles de communication et l'anxiété chronique de notre société de la performance ? C'est une réflexion vertigineuse qui remet complètement la balle dans le camp des adultes, pour le coup. Et ça pique un peu. Ça pique, oui, mais ça nous oblige à regarder nos propres mécanismes de régulation avant d'exiger l'excellence émotionnelle de la part d'êtres en plein développement.
De quoi méditer sérieusement et peut-être respirer un grand coup la prochaine fois que la lumière d'un supermarché semblera un peu trop agressive en fin de journée. Exactement. Prenez une grande inspiration. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces profondeurs. Gardons l'esprit grand ouvert, prenons soin de nos batteries mentales et à très vite pour une nouvelle immersion.